Merci pour laisser le temps à Anne et puis à David, à qui je passe de ce pas la parole. C'est à vous. Expliquez-nous un petit peu toutes ces mesures. Et pour les participants, posez au fur et à mesure vos questions. N'hésitez pas, on les prendra. On aura du temps pour les prendre ensuite. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un honneur pour Mazars d'être ici présent avec toute la force de frappe de l'État et de la France. En quelques mots, Mazars, c'est une organisation internationale d'origine française qui est donc spécialisée dans l'audit et dans le conseil et aussi dans les services comptables, fiscaux et juridiques. Donc, nous accompagnons des entreprises de toute taille, que ce soit depuis les startups, les PME, les multinationales, et ça dans tout le stade de leur développement. On est présent sur les 5 continents, dans plus de 80 pays, et aujourd'hui, nous appuyons sur l'expérience de plus de 40 000 professionnels. Alors, je vais commencer très rapidement sur donc, les mesures qui ont été prises. Tout d'abord, on va commencer par les mesures peut-être qui ont été les plus rapides et qui sont les plus claires, parce qu'en fait, elles n'ont pas d'effet trésorerie ni sur les entreprises ni sur le gouvernement. Par exemple, on va commencer par les effets comptables et juridiques. Alors, étant donné que le Covid-19 a été déclaré comme urgence de santé publique le 30 janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, il est identifié qu'un événement postérieur à la clôture et sans effet donc d'ajustement sur vos comptes 2019. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de perte de valeur dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, simplement une information dans les annexes, dans le rapport de gestion, dans les communiqués aux autorités des marchés, etc. Alors, il n'y a qu'une exception, j'espère que ce ne sera pas votre cas, c'est si vraiment il y a un risque de remise en cause de la continuité d'exploitation. À ce moment-là, il faut effectivement penser à arrêter les comptes 2019 sans utiliser le principe de continuité d'exploitation. En ce qui concerne les délais, bonne nouvelle également, puisque normalement, la formulation des comptes 2019 doit être réalisée dans les 3 premiers mois de l'exercice. Donc, c'était le 31 mars. Avec l'état d'urgence, il a été approuvé une remise, on va dire, de la formulation des comptes 3 mois après la fin de l'état d'urgence. Donc, le compteur n'a pas encore commencé à tourner. Et pour approuver les comptes, ce sera donc encore 3 mois après la formulation des comptes. Donc là-dessus, il n'y a pas de pression et vous avez du temps pour arrêter vos comptes 2019. Si vous pouvez le faire dans les délais, il n'y a pas de souci non plus. Alors j'en profite pour vous donner 2 conseils rapides qu'il faut vraiment faire attention en période de crise liée à des virus. Un, c'est je vais arrêter, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon ordinateur, voilà. Un, c'est faites attention à tout ce qui est risque de fraude, étant donné que le système de contrôle interne, en général, souffre un petit peu pendant les périodes de crise avec le télétravail. Donc, faites attention, il peut y avoir aussi des détournements d'actifs qui soient accrus. C'est ce qui s'est passé par exemple en Chine, donc c'est une expérience vécue. Et faites aussi très attention au risque de cybercriminalité. Il y a beaucoup de phishing de courrier électronique qui ont lieu et ça peut aussi faire très mal en période de crise. C'est aussi des façons indirectes, mais c'est des façons de protéger vos trésoreries. En ce qui concerne les implications juridiques, je vous dirais aussi de réviser un peu tous vos contrats. Il y a des clauses spécifiques et qui peuvent avoir des répercussions importantes. Par exemple, les domaines qui peuvent être touchés, c'est le non-respect de vos covenants de la dette en raison de l'impact négatif sur les finances, de respect de délais contractuels, de suspension ou résiliation de contrat et aussi de traiter les éventuelles violations de contrat. Finalement, vous avez peut-être des polices d'assurance contre perte d'exploitation, qui généralement peuvent couvrir les pertes de bénéfices bruts ou le remboursement de certaines dépenses pendant qu'une entreprise est incapable de mener ses activités. Alors, normalement, les épidémies et les pandémies peuvent être des causes d'exclusion des polices d'assurance, c'est le cas le plus probable, mais ça vaut quand même le coup de vérifier vos contrats d'assurance. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les mesures qui affectent la trésorerie tant des entreprises que du gouvernement. Donc, c'est des mesures qui, en général, au jour d'aujourd'hui, commencent à naître et à voir le jour, mais qui ne sont pas vraiment encore entrées dans les faits, donc pas encore d'effet d'impact direct sur l'économie.
Je vais parler que des mesures au niveau de l'État espagnol. Je ne vais pas parler des mesures des communautés autonomes, mais regardez-les, c'est important. Chaque communauté autonome a pris une bataille de mesures, donc ça vaut le coup d'aller voir là où est vos entreprises, dans quelle communauté autonome et quelles mesures ont été prises. Alors, les mesures fiscales, malheureusement, globalement, très peu de reports de paiement des impôts et taxes. Hein, c'est la règle générale. On continue tous à payer les impôts. Il y a une exception, ce sont les autonomes et les petites entreprises. Dans ces cas-là, petites entreprises, ça veut dire moins de 6 millions de chiffres d'affaires en 2019, donc c'est vraiment petit, qui, elles, peuvent donc bénéficier d'un report du paiement de la TVA et de l'impôt sur la société. Alors, ce report, il peut être jusqu'à 6 mois. Pour les déclarations qui sont à présenter entre le vendredi 13 mars et la fin mai, il y a un montant maximum aussi qui est de 30 000 €. Par contre, il n'y a pas d'intérêt sur les 3 premiers mois d'exercice. Faites attention aussi parce que le 20 avril, c'est le premier acompte de l'impôt sur les sociétés qui doit être payé pour les entreprises. Au 31, alors pour les grandes entreprises, c'est un pourcentage de votre base imposable au 31 mars. Au 31 mars, la base imposable se porte peut-être encore très bien, hein, puisqu'il n'y a que 15 jours d'effet de la crise. Donc, essayez d'anticiper un peu votre clôture de fin d'année et de voir s'il y a des provisions qui peuvent être continuées au 31 mars pour laisser une marge de manœuvre et d'essayer au minimum de réduire le paiement de la compte sur les sociétés. Par exemple, si vous avez des risques d'insolvabilité de clients, si vous avez des contrats à perte, si vous avez des indemnités de licenciement déjà décidées, tout ça, enregistrez-le au 31 mars pour réduire au maximum votre base imposable. Sachez aussi que les contrôles fiscaux continuent, il n'y a pas de paralysation, même s'il y a une flexibilisation des délais, mais il n'y a aucune paralysation dans ce sens-là. Et il y a une autre mesure qui a été annoncée dans le Conseil des ministres par un décret royal du 31 mars dernier sur les cotisations à la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale n'a pas encore décliné vraiment comment vont être ces reports. En principe, de ce qu'on sait, c'est c'est vraiment complexe dans la description et la mise en œuvre du schéma. Alors, ça peut être des exonérations, ça peut être des reports de paiement ou des moratoires. En plus, ça dépend si l'entreprise a réalisé ou non un RT, le chômage partiel, si un auto-entrepreneur a eu recours ou non à la prestation extraordinaire de fin d'activité, etc. Globalement, comment ça pourrait marcher en cas de report de paiement? Il serait de 6 mois pour les cotisations, donc d'avril à juin ou juillet, ça dépend, puisque les autonomes payent dans le même mois leur cotisation sociale, alors que les entreprises le payent le mois suivant. Donc, ça veut dire, par exemple, que les cotisations d'avril pourront être payées qu'en septembre et ainsi de suite. Le report est à demander mensuellement avant le 10 du mois. Donc, il faut bien faire attention sur le mois. Et par contre, il y a un taux d'intérêt, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est que de 0,5%. Donc, c'est un taux acceptable. Finalement, je vais vous parler donc des mesures de financement, des prêts, l'équivalent des prêts garantis par l'État français. Alors, le gouvernement espagnol a tablé sur un budget de 100 milliards d'euros de garantie. Et ce sont des lignes de crédit qui sont données par les banques, mais en collaboration avec l'ICO. L'ICO étant l'Instituto de Crédito Oficial. C'est d'ailleurs un schéma qu'ils avaient déjà utilisé au moment de la crise de 2008. Alors, la première tranche, il va être libéré par tranche, hein, c'est 100 milliards d'euros. La première tranche de 20 milliards d'euros a été libérée. Normalement, on parle de 10 milliards pour les autonomes et de 10 milliards pour les grandes entreprises. Sachez que l'ICO et les banques, a priori, vont signer les conventions ce lundi qui vient, le lundi 6 avril. Hein, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a encore pu bénéficier de cette mesure. Et que je vais vous donner les grandes lignes, les conditions pour pouvoir demander à vos banques cette garantie de l'État.
sachant que ces conditions sont valables pour les premiers 20 milliards d'euros. Pour le reste des 80, jusqu'aux 100 milliards d'euros, ça peut changer, les conditions peuvent évoluer. Donc, l'entreprise ne doit pas non plus, dans ce cas-là, être en retard de paiement observé au 31 décembre 2009, ni en procédure de sauvegarde au 17 mars 2020. La garantie de l'État peut être demandée pour les prêts formalisés entre le 18 mars et le 30 septembre 2020 pour faire face aux besoins de trésorerie, par exemple le paiement des salaires, des loyers, autres frais fixes, le paiement aux fournisseurs, le paiement aussi des échéances de dettes bancaires ou de dettes fiscales. Le montant, alors il y a un maximum, c'est 25% des revenus annuels ou 24 mois des frais de personnel. Par contre, pour les PME, alors la définition de PME dans ce cas-là, parce que vous savez qu'en Espagne, la définition de ce qu'est une petite entreprise, une grande entreprise varie. Dans ce cas-là, c'est moins de 250 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total actif inférieur à 43 millions d'euros. Donc, dans ces cas-là, c'est considéré, on va appeler ça PME. Dans ces cas-là, le plafond de ces prêts est de 1,5 million d'euros. Alors, l'autorisation de l'ICO est nécessaire simplement pour les grandes entreprises et dont le montant du prêt est supérieur à 50 millions d'euros. Sinon, les banques peuvent décider en stand-alone. La durée, elle va jusqu'à 5 ans avec une année de carence dans les remboursements. Et l'État se porte garant entre, on va dire, 70 et 81%. Alors, entre 60 et 80%. Alors, pour les grandes entreprises, c'est 70% du prêt pour les nouveaux financements et 60% pour les renouvellements. Par contre, pour les PME, la garantie de l'État atteint 80%. Donc, ce qui veut dire que cette mesure ne peut pas être utilisée pour ce qu'on appelle les opérations de refinancement ou de renégociation de la dette. C'est simplement les nouveaux ou les renouvellements des crédits. Le coût des garanties est assumé par les banques et le taux d'intérêt est aussi fixé par les banques, mais ne peut dépasser le taux de financement actuel qui a été octroyé. A priori, en sondant les banques, elles sont assez favorables à des taux très compétitifs. Donc là-dessus, ça devrait assez bien se passer. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce sont les principales mesures qui ont été prises. Beaucoup restent encore à décliner et ne sont pas précises et ne sont pas encore arrivées dans l'économie espagnole. Donc c'est vrai que les autonomes sont dans une situation assez délicate. Ils ont dû, par exemple, payer eux aussi leur cotisation à la sécurité sociale au 31 mars. Dans les mesures que je vous ai dit, on parle éventuellement d'un remboursement, mais d'un remboursement du 15 mars ou du 13 mars jusqu'au 31. Donc, on voit vraiment que l'État étudie ça de très près. Et voilà, maintenant, je passe la parole à mon collègue David Villajuana qui va vous décrire l'aide financière, c'est-à-dire le chômage partiel exceptionnel. Merci, je vous souhaite à tous bon courage. Merci beaucoup, Anne, pour ces détails super intéressants. David, je te laisse continuer et terminer un peu tout ce panorama présenté ce matin. Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais bien dire, je suis le seul qui n'en suis pas français, alors j'essaierai de faire un petit effort en français. Je crois que je parle bien, mais je pourrais en parler mieux. Deuxièmement, je voudrais bien saluer mon très bon ami Philippe, qu'il y avait plusieurs jours qu'on ne se voyait pas, on ne parlait pas, et je veux bien le saluer. C'est magnifique, les nouvelles technologies. Alors, je crois que je serai un peu le protagoniste, je ne veux pas, mais j'essaierai d'être très clair, pragmatique, pas donner une masterclass en droit parce que ce n'est pas le temps, on n'a pas le temps, mais j'essaierai d'être très pragmatique, essayer d'aller au bout. Premièrement, comme dit Anne, l'Espagne, elle est l'Espagne pour tous les concepts et toujours pour sa femme. On est en train de chaque jour publier des nouvelles résolutions, des décrets, et chaque fois qu'on publie quelque chose, on en sait moins. Alors, le gouvernement est très peu clair et les avocats, on est complètement désespérés. Alors, on essaiera de répondre des choses, mais on est désespérés. Alors, par rapport au chômage partiel, que je crois que moi, je connais bien la France, alors je peux me renseigner un peu par rapport
à, à votre législation que j'ai eu un peu de temps de lire parce qu'on a des clients qui ont des filiales en France. Alors, chômage partiel. On a deux types de chômage partiel. Je le dis parce qu'on a deux types, parce que tout le monde considère que le Covid est une force majeure. Ici en Espagne, c'est le premier problème. L'État a publié deux types de situations de chômage partiel. Un qui est dérivé directement comme cause du Covid et on dit de force majeure. Et en Espagne, les premiers jours, la première semaine de la crise sanitaire, tout le monde a voulu ou a considéré qu'il y avait une force majeure pour présenter des dossiers de chômage partiel. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on voit que l'administration a commencé à refuser plein de dossiers parce qu'on a considéré que tous étaient force majeure. Et à mon avis, évidemment, c'est force majeure, mais parce que le Covid, personne ne croyait qu'on arriverait. Mais l'Espagne a pensé qu'il y avait deux types de force majeure. Celle qui est dérivée directe du Covid et celle qui pourrait peut-être dériver du Covid. Alors, on a le premier problème d'interprétation, mais bon, je dirais restrictive la force majeure par rapport à des sociétés qui ont été directement concernées par la résolution du gouvernement qui a cessé les activités des locales ouvertes au public avec des activités, par exemple, je dirais, par exemple, sportives, vous le savez, des entités qui avaient des locaux par exemple boutiques, restaurants, bars, tout ça c'est clair que c'est de la force majeure. Je sais que Seat, Volkswagen, ils ont sollicité et évidemment ils ont reçu la force majeure, mais on voit que tout le reste des personnes du monde, du fait que ce type-là de force majeure, elle permet aussi d'éviter de payer les cotisations à la sécurité sociale de la société par rapport à l'autre type de chômage partiel. On voit que l'administration va être très restrictive. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est la caisse. Et en Espagne, je vois qu'on n'a pas de caisse. Alors, on a fait plein de forces majeures, mais sachez que c'est restrictif. Par contre, évidemment, oui, on peut solliciter des chômages partiels pour des raisons économiques de production. D'accord? Évidemment, on y est. Tous sont dérivés par le Covid. Et c'est évidemment, maintenant, c'est le panique en Espagne. Je ne connais pas… je pourrais compter avec les doigts de ma main les clients qui n'ont pas sollicité un chômage partiel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'économie est complètement stoppée, on est arrêté et on a un argument productif. La demande de nos prestations de services ou de fabrication, elle a été arrêtée complètement et par conséquent, on peut solliciter un chômage partiel. Problème très important, que ce n'est pas le cas, j'ai un peu pas de honte, mais je voudrais bien être français. Mon grand-père, qui après la guerre est parti en France, disait tout le monde a sa patrie et après la France. Et j'ai appris ça de mon grand-père, d'accord? Et je vois pourquoi. Parce qu'en France, vous payez, pour ce que j'ai bien entendu, 85% du salaire net de l'employé. Bon, sachez qu'ici en Espagne, le salarié qui est chômé, il touche qu'une moyenne de 1100 € par mois, tous. D'accord? Il n'y a pas de différentiel par rapport à celui qui touche 3 000 €, 2 000 € ou 100 000 €. Tout le monde, il est plafonné le montant qui est payé. Si j'ai aucun enfant à ma charge, je reçois 1 000 € brut, d'accord? Pas net. Si j'en ai un, c'est 1 200 €. Et si j'ai deux ou plus d'enfants, je peux arriver à toucher 1 400 €. D'accord? Alors, ça, c'est comme vous voyez un gros problème parce qu'il y a un grand écart par rapport à ma situation préalable au chômage. Et après, c'est pourquoi tu mets en place des dossiers où tu mets en place la procédure pour solliciter le chômage partiel. Et vous voyez déjà qu'il y a une grosse problématique par rapport à la négociation avec les comités d'entreprise, avec les employés, parce qu'il y a un gros écart. Et ça, c'est un gros problème par rapport à la négociation. C'est vrai que suite aux diverses dispositions qu'on a publiées en Espagne, les délais ont été réduits parce qu'on avait des larges négociations de 15 jours. Maintenant, on voit que pratiquement, si c'est la force majeure, il n'y a pas de besoin de négocier. C'est une autorisation de l'administration, d'accord? Je fais une petite parenthèse parce que peut-être ça me revient dans une question. La loi prévoit un silence positif en cas en 5 jours, l'administration ne répond pas à la sollicitude de chômage partiel par force majeure. Mais le problème, c'est que tu te trouves qu'après 5 jours, parce qu'actuellement, ils sont complètement débordés, tu n'as pas la réponse qui devrait être positive, mais tu te retrouves après 10 jours des réponses négatives de l'administration. Et alors,
dans le troisième royal décret qu'ils ont publié, sachant qu'il y avait réellement une pression et un problème, l'administration, ils sont très intelligents, les politiques, ils ont dit, mais attention, attention, après 2 semaines de crise, nous publions un décret qui dit que après, on pourra revoir tous les dossiers. Et s'il y a quelqu'un qui a appliqué indûment la force majeure, on pourra vous pénaliser. Imaginez-vous la sécurité juridique qu'on a en Espagne actuellement et le problème qui peut se dériver de tout ça. Des gens qui ont sollicité des forces majeures, qui ne savent pas s'ils auront des risques pour rembourser tous les montants versés à l'administration, non seulement des cotisations, aussi de la prestation de chômage qui ont aussi les salariés. Alors réellement, je crois que ça sera un bon futur pour les laboralistes d'ici aux prochains mois et aux prochaines années. Alors, le chômage qui n'est pas de force majeure, sachez que on peut le solliciter. Ici, il y a 2 types de chômage partiel, soit la suspension du contrat de travail, ça veut dire en jour complet. Je peux dire pendant les prochains 2 mois, tu vas rester chez toi pendant 15, 20, 30 jours en fonction de la situation de mon carnet de commandes, par exemple. Et la deuxième modalité, c'est la réduction de journée de travail. Ça peut aller de 10% jusqu'à 70% de la réduction de temps de travail, d'accord? Aussi en temps journalier, hebdomadaire, en temps mensuel ou annuel. Ça, dans ce deuxième cas, oui, il faut accompagner un rapport technique qui justifie pourquoi ou à quel pourcentage d'adaptation de la journée de travail de mes employés par rapport à la prévision. Alors, grosse question, ici la prévision, quelle est la prévision? Et même si les experts ne le savent pas, imaginez-vous, nous, on décide quelle va être ma prévision. Alors, il y a ici un fort problème parce que les syndicats, les employés, tout le monde se rapproche à l'état de crise d'alarme, qu'on dit. Ça veut dire à la situation de confinement des sociétés. Mais premièrement, on ne sait pas jusqu'à quelle date on va être confiné. Et deuxièmement, ça ne va pas terminer. Je dis une chose, c'est le virus du Covid, mais après, c'est le virus de la crise. Et la crise ne va pas terminer avec le virus. On va être tous, on va récupérer la santé, j'espère, très tôt, mais la crise va continuer. Alors là, il y a un écart entre la réalité, ce que les gens ou les employés syndicats négocient et ce que la société prévoit. Alors, notre conseil, c'est réellement faire des chômages partiels, mais déjà tenant en compte la réalité de mon business. Alors, nous, pour que vous le sachiez un peu, on va en fonction du secteur, mais nous, on conseille réellement, s'il faut négocier et mettre en place quelque chose, déjà penser à 2, 3, 4, 6 mois, et même on a eu des cas à 9 mois, fin d'année. D'accord? C'est difficile à convaincre, mais je crois que c'est la nécessité parce qu'il faudra être flexible par rapport à l'adaptation de mon structure à la réalité de mon négoce. Et ça, c'est vrai que ce sont des prévisions, mais c'est important. Sachez aussi qu'il y a une forte crise de sécurité juridique en Espagne parce que j'imagine que tous vous avez entendu parler qu'on ne pourra pas virer les gens. Et la réalité, c'est que par rapport au moment qui va être récupérée l'activité, peut-être ça c'est une mesure temporaire, le chômage partiel, ce n'est pas le miracle pour les sociétés, c'est une chose conjoncturelle qui va terminer à court terme ou à moyen terme. Mais réellement, si on voit qu'on n'adapte pas mon structure à la réalité qui va devenir, que malheureusement on ne sait pas, mais on imagine déjà que ça va arriver pas d'immédiat, ni même dans les 6 mois qui viennent. Alors, l'État a publié, il a commencé à dire on ne pourra pas virer. Ça, peut-être, vous n'êtes pas étonné parce que je sais en France que suite à des licenciements économiques, vous avez déjà interdiction en France de revenir en arrière. Ça veut dire, après des licenciements économiques, vous êtes interdit de, je crois que c'est embaucher des gens, etc., qui sont particuliers. Vous ne pouvez pas licencier plus de gens. Ça vous revient. En Espagne, non. Alors, pour nous, c'est une nouveauté dans le sens qu'il y a des gens qui pensent, David, mais qu'est-ce qui se passe si après cette période qui, j'espère que soit courte, je suis persuadé que je ne récupère pas l'activité, je dois virer. Alors, il y a déjà derrière ça une stratégie. Alors, c'est pourquoi nous, on conseille que le chômage partiel soit basé sur des aspects de production, ça veut dire des aspects de carnet de commande, de la sollicitude du marché. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, tu dis que c'est suite à la demande de ton service ou
ou de tes biens qui ont baissé, tu n'as pas de carnet, d'accord? Mais d'ici 6 mois ou 3 mois ou 4 mois, on va voir l'impact de cette situation dans la compte de résultat, dans la PNL. Alors, on ne va pas argumenter un problème de carnet de commande, on va argumenter des questions économiques. Ça veut dire qu'on a soutenu des pertes et on voit qu'on va avoir encore plus de pertes d'ici X temps si on n'adapte pas la structure de mon personnel à la réalité de mon business. Alors, il y a tout à fait une stratégie que je sais qu'en pleine crise, c'est difficile. Je crois que les gens pensent à très, très court terme, mais c'est le moment d'être un peu calme, pas prendre panique et penser beaucoup à ton négoce et adapter la stratégie du négoce à la partie juridique. Ce n'est pas au contraire. Ce n'est pas que les avocats doivent dominer la question. C'est l'entrepreneur qui décide et qui pense. Et les avocats, nous, simplement, on est les soldats, d'accord? Mais c'est le moment à penser dans mon business, ce qui va m'éviter de gros problèmes au-delà des prochains jours ou mois de confinement. Alors, je ne sais pas si je vais très rapide, mais je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et je sais d'être très clair. Alors, sachez que les gens qui sont en arrêt de maladie par rapport au Covid, ils sont payés par l'État. S'ils sont en arrêt de maladie, ça n'a pas de problème. Ils ont essayé de mettre en place des systèmes plus flexibles, d'accord? Télétravail en Espagne, on n'était pas très habitué. On a appris beaucoup sur le télétravail, même avec tous ces systèmes de Zoom, tout ça. J'ai bien appris tout ça. Alors, soyez en Espagne, on n'avait pas l'habitude. Maintenant, on l'aura. Les gens travaillent chez eux. Et on a dû d'inventer des systèmes. Il faut le faire par écrit. Savez que vous, jusqu'à le 9 avril, on a des congés payés, d'accord? L'État, pour permettre, pour pas financer ces 15 jours, ils ont inventé, pas inventé, ils ont décidé tout le monde chez vous et vous récupérez le temps de travail après, jusqu'à le 31 décembre. Mais évidemment, pour que les sociétés puissent payer et financer ces 15 jours, et après les employés en travaillant, d'accord? Alors, par rapport à des autres questions qui peuvent être intéressantes, oui, ce n'est pas non seulement social, et je vous donne des idées pour que ça vous relance un peu le cerveau, hein, la tête. Par exemple, on est dans une situation exceptionnelle. Alors, dans tous nous, on a un code civil qui est de Napoléon. Nous, on est très proche à vous. Alors, comme en France, j'imagine, toutes les circonstances exceptionnelles, à un moment donné, permettent de changer les conditions contractuelles. Je ne parle pas déjà maintenant, je ne parle pas en question sociale, je parle en général des contrats de clients, contrats de fournisseurs, loyers, d'accord? On est en train, sur la base d'une clause qui est code civil, qui est latine, que j'imagine que c'est reprise de la France parce que nous, on a un code civil qui est dérivé du code de Napoléon, c'est la clause rebus sic stantibus. Ça veut dire les circonstances qui sont dérivées de force majeure exceptionnelle, ça permettrait de renégocier mes conditions contractuelles, soit client, soit fournisseur. Et aussi, on est en train de parler du loyer, que presque tout le monde a des loyers. Sachez que tout le monde actuellement est en train de renégocier. Même, évidemment, baisser le montant du salaire pendant ces mois-là que je ne peux pas travailler en normalité, soit des renégociations. Alors, c'est une chose qu'on recommande, notre conseil, ce n'est pas de ne payer, mais payer évidemment moins et négocier quelque chose. Les propriétaires des immeubles, ils savent qu'ils doivent le faire. Je constate qu'ils sont en train de négocier, mais il faut le solliciter. Évidemment, si je ne demande pas, je n'ai pas la réponse. Alors, mais aussi avec des clients, des fournisseurs, si j'ai des livraisons qui vont prendre en retard, il faudrait faire des communications sur l'excuse, pas l'excuse, sur la réalité d'une situation exceptionnelle qui n'était pas prévue et qui ne me permet pas d'accomplir mes obligations. Si on est dans cette situation, soyez tranquille parce que vous manquez pas le contrat. C'est pas un non-fulfillment qu'on dit les Anglais. Simplement, c'est une situation exceptionnelle qui vous permet d'adapter les circonstances contractuelles. Ça, c'est très important d'avoir sur la tête ces éléments-là. David, je me permets juste de t'interrompre 30 secondes. Il est 11 heures, qui était normalement la date de fin de
de ce webinaire. Au fur et à mesure qu'on parlait, on a augmenté le délai possible d'utilisation de Zoom. Donc, on peut continuer quelques instants avec des questions des participants. Donc, rassurez-vous, ça ne va pas couper là de manière Alors, instantanée. non, Estelle, si tu veux, je préfère qu'on pose des questions parce que je crois que ça sera plus facile. Voilà, parce que sinon, je pense qu'il y a énormément de choses qui pourraient être Tout à déroulées. fait. Donc, je vais juste reprendre les premières questions qui étaient d'ordre général qui ont été adressées jusqu'à présent. Et si des participants veulent en poser d'autres ou prendre la parole, c'est le moment de vous signaler. Alors, juste dans les premières questions qu'on avait eues qui étaient d'ordre général, je les reprends dans l'ordre. Axel, la première qui t'était adressée, est-ce que ce sera possible de recevoir ta présentation? Tu nous confirmes Oui, vous m'entendez? Oui, alors je vais prendre peut-être les trois questions. Non, j'ai vu qu'il y avait présentation, info newsletter et puis comparaison avec la crise de 2008. Oui, le plus simple, c'est sans doute d'envoyer la présentation via Estelle. Donc, je te la ferai suivre et puis tu pourras la diffuser en tant que besoin ou à tous les participants. On verra. Deuxièmement, sur la façon d'avoir notre info, oui, évidemment. Peut-être le mieux, c'est aussi que vous communiquiez ceux qui veulent recevoir nos... Enfin, il y a trois canaux. Il y a on envoie on a une liste de diffusion par mail, donc peut-être donner votre mail à Estelle et tu pourras nous dire tous les gens qui veulent le recevoir suite à ce séminaire. Deux, on a un compte Twitter qui est France FR Eco Ibérica, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, et on a un compte LinkedIn qui est Service économique régional de Madrid, qui est aussi un moyen de communication. Ensuite, il y avait une question sur la comparaison avec la crise de 2008. Peut-être deux mots là-dessus rapidement. Comment peut-on la comparer? Quelle perspective de reprise? On peut difficilement la comparer. On a une forme de choc très différente, mais ce qu'on sait, c'est que globalement, en Espagne, on a une économie qui surréagit par rapport à d'autres économies, notamment par rapport à la France. Elle détruit beaucoup d'emplois, notamment en période de récession. Elle en crée aussi un peu plus vite, jusqu'à un certain plancher, en période de reprise. Donc là, on le voit bien, jusqu'où va aller la destruction d'emplois. Ce serait présomptueux de le dire à ce stade, mais il est probable qu'en avril, on ait une destruction d'emplois qui soit à peu près comparable à ce qu'on a vu en mars. Si ça s'arrête là, ça nous fera un pic très violent, mais en stock sur le nombre de chômeurs, on n'atteindra pas les niveaux qu'on a connus en 2008, qui étaient quand même très importants. On avait 26% de chômeurs, je crois, suite à la crise de 2008, qui n'était pas en 2008, qui était en 2010 et 11. Et sur l'ampleur, je pense que étant au stade où on en est au 3 avril, ça dépendra évidemment de la forme de la reprise et de la possibilité d'une forme de tension financière dans les mois qui viennent, et de la capacité de réponse européenne qui va être déterminante à la fois sur la probabilité d'une tension financière et sur la relance de la demande. Et sachant qu'il faut garder en tête que sur la forme de la reprise, peut-être un dernier élément, en Chine, elle est réelle. Les indicateurs de conjoncture qui ont chuté, qui mesurent l'intensité de la production industrielle notamment, ils ont chuté à des niveaux historiquement bas qui n'étaient jamais vus, qui étaient pour un indice qui indique une situation neutre à un niveau de 50, ils étaient tombés à moins de 30, et ils reprennent au-dessus de 50 actuellement, début avril, fin mars. Donc la reprise, elle est réelle en Chine, mais la rapidité de cette reprise, elle dépendra du visage que présentera le tissu productif espagnol. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer ou pas, et éventuellement d'une forme d'hystérèse, de persistance qui est due à l'érosion de la confiance, à la baisse de l'investissement, et peut-être aux contraintes de crédit qu'on verra apparaître, pas tout de suite, mais dans 2 mois, en lien avec l'accumulation de prêts non performants dans les établissements bancaires, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises à qui on prête,
même si c'est des schémas garantis, qui seront des prêts qui seront pas remboursés. Donc, on ne connaît pas la taille, on ne peut pas le dire, mais c'est les éléments de réponse qu'on peut avoir à ce stade. Merci Axel. J'en profite, comme tu as la parole, deux autres questions pour toi. Est-ce que vous prévoyez une deuxième vague épidémique vers la fin de l'année en France et en Espagne dans vos analyses et dans vos prévisions? On ne prévoit pas plus de deuxième vague qu'on avait prévu une première vague. On sait pas. Simplement, ce qu'on sait, c'est que ça dépend de la forme des contrôles, du mix de contrôles qui seront mis en place. On a plusieurs paramètres. Est-ce qu'on interdit les rassemblements à plus de 100 personnes, 1000 personnes ou à plus de 30 personnes? Si c'est plus de 30 personnes, ça implique de fermer les restaurants. Est-ce qu'on prolonge aussi les restrictions de transport à l'international, en Espagne? Ça, on verra quel est le mix qui est choisi. Et puis, le dernier point, et peut-être le plus important, c'est que ça dépend du matériel de test et du matériel de soins. Et en ce moment, on est en Espagne et en proche collaboration avec la France en train de faire des acquisitions massives de tests avec certains ratés, mais qui sont aussi des occasions de partager avec les autres pays et de réaliser plus efficacement ces achats massifs de matériel, et notamment de tests par la commande publique. Donc voilà, si on a suffisamment de tests et qu'on est capable également de retracer de façon efficace les chaînes de contagion, normalement, on devrait pouvoir contenir. Il y aura certainement des reprises, mais on devrait pouvoir contenir la... Pour rien, mais bon, ce sont les montants. Et deuxièmement, pourrions-nous avoir plus de détails sur l'RT? Bon, j'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Je vous précise rapidement. La réduction de temps de travail, la société paye par rapport au temps travaillé. Le reste est payé avec les limites dont j'ai parlé avant par l'État. 10% jusqu'à 70%, ça c'est le pourcentage de réduction, d'accord? Et sachez que le problème en Espagne, c'est que l'État ne paye pas immédiatement. Le premier paiement de chômage prend un mois et demi de temps. Alors, on se retrouve avec des employés que si la société n'anticipe pas le chômage, ils ont du mal à avoir l'argent jusqu'à un mois et demi après la sollicitude. On a réellement un problème. Bon, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ah, une question importante, parce que je vois qu'en France, vous avez les cadres. En Espagne, ça n'existe pas, le concept cadre, comme chez vous. Alors, nous, on est tous employés, d'accord? Soit un directeur financier, soit un ouvrier, ils ont le même statut que chez vous en France, alors tout le monde est sous les mêmes dispositions et réglementations. Merci David. J'ai eu un petit problème de connexion. J'ai eu peur que tout soit coupé et que tout le monde s'arrête d'un coup. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Merci Géraldine d'avoir pris le relais sur les questions entre deux. Du coup, j'ai plus l'ancien fil des questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Oui, moi je veux juste préciser par rapport à ce que vient de dire David qu'en France, sur les autonomos, donc l'indépendance, c'est un peu différent en Espagne, puisqu'en fait, on compare le mois au mois de l'année d'avant. C'est-à-dire qu'on compare mars 2020 à mars 2019 et il y a des aides d'État qui sont à hauteur de 1 500 euros, il me semble, pour les professions libérales. Et donc, je continue donc sur les questions. On a une question qui est les banques peuvent-elles refuser les prêts si l'entreprise respecte les conditions édictées? Et quelqu'un qui dit banque risque de corralito. Voilà, donc plutôt pour Axel ou Chantier. Moi, je pense aussi que le problème surtout, ça va être comment va être répartis ces prêts garantis par l'État. C'est quelque chose qui n'est pas clair aujourd'hui. Il y a deux points là-dessus. C'est la répartition, entre les banques et ensuite au sein d'une même banque entre ses clients. Et ce sont un peu, je pense, c'est pas bien défini au jour d'aujourd'hui, les banques qui vont un peu décider quel prêt de quel client elles mettent sous la caution. Le problème aussi, c'est que ces prêts sont pour l'instant limités à 20 milliards d'euros, donc la première tranche. Les banques pensent que dès la première semaine, si effectivement l'ICO signe avec les banques lundi prochain, dès la première semaine, les premiers 20 milliards devraient être déjà déjà épuisé. Je pense que c'était déjà épuisé.
Oui, déjà épuisé, oui. Excusez-moi, ça a disparu complètement à un moment. Voilà, donc effectivement, après, le reste des 420 milliards, on ne sait pas bien quand. Et Il y a un virus là. Ouais, on a tous été sortis de la réunion et on est revenus. À un moment donné, bon, c'est les aléas du direct. Hein. On fait ce qu'on peut. Est-ce que tu avais fini, Anne, sur ce point? Axel, est-ce que tu avais un complément sur cette question? Non, pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. J'avoue que risque de corralito, je suis pas hyper familier avec le terme. Ok. Géraldine, d'autres questions qui seraient apparues entre deux? Allez, on fait une dernière tentative. Est-ce que quelqu'un a une dernière question ou une information à partager, un témoignage à partager? Ouais, Axel. Je te vois lever la main. Non, moi je voulais simplement enseigner, c'est répété, je voulais remettre un rappel à tout le monde. Je vais mettre le lien de notre enquête qui sera diffusée par les différents réseaux. J'insiste sur le fait qu'elle prend 2 minutes, pas plus, et qu'elle nous sera extrêmement utile, et donc indirectement, on l'espère, à vous aussi. Le temps que je trouve le lien du chat, et je vous remets. Et puis, du coup, je la remettrai aussi dans l'email de remerciements qui part automatiquement après le webinaire. Ça part 24 heures après. Vous remerciez tous, toutes et tous pour vos interventions, pour la richesse de ce qui a été partagé. J'espère que ça a été utile à bon nombre de participants. Si certains sont intéressés par d'autres webinaires qu'on a pu proposer, comme le citait Géraldine, mais on en a fait d'autres aussi sur la crise en Asie, la situation de la Chine, vous en parliez tout à l'heure, la reprise qui n'est pas forcément vue de manière si forte non plus. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de continuez à bien vous porter. Espérez que tout se passera pour le mieux pour tout le monde. Merci encore. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, on voit pour le partage du replay aux participants et si on peut le rendre public. Il y avait une dernière question. Non, c'était un merci. Donc, c'est super sympa, Eric. Merci. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ouais. courage. Ciao. Merci à tous. Prenez tout Au soin revoir. de vous. Ciao.